Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Une autre étape dans la lutte contre les violences djihadistes au Burkina Faso. Le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, décide de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. La sécurité qui est également un sujet de préoccupation majeure au Mali où pas moins de 132 civils ont été tués le week-end dernier lors d'attaques attribuées à des djihadistes. Dans notre série sur la situation des réfugiés dans le monde, gros plan ce soir sur Yvonne, une réfugiée rwandaise installée au Sénégal et dont l'intégration se passe plutôt bien. Et puis, le Rwanda accueille le Commonwealth. Les dirigeants des 54 pays de cette organisation sont attendus cette semaine à Kigali. Ils parleront de changement climatique, d'économie et de la guerre en Ukraine. On commence au Mali où 132 civils ont été tués le week-end dernier dans les localités de Dialassagou, Diamoueli et Déguessagou lors d'attaques attribuées à des djihadistes. Des tueries qui auraient été perpétrées en représailles à des opérations de l'armée dans la région. Les précisions avec Mohamedou Oumfa. Depuis le week-end, sur les réseaux sociaux circulaient des rumeurs alarmantes de tueries à grande échelle dans le centre du Mali. Lundi après-midi, le gouvernement malien est finalement sorti de son silence pour confirmer les attaques par un communiqué lu sur la télévision nationale. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Dialassagou, Dianweli, Déguessagou et environ dans le cercle de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le gouvernement a fait état de 132 morts qu'il a imputés à la Katiba Massina du prédicateur Peul, Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda. Président d'un parti ayant son assise à Bankas, principale localité du secteur, Nouhoum Togo parle d'un nombre de victimes encore plus élevé. Selon lui, la zone avait été le théâtre il y a 2 semaines d'opérations de l'armée qui avaient donné lieu à des accrochages avec les djihadistes. Ces derniers seraient revenus à plusieurs dizaines à moto pour se venger contre les populations. Finalement, ils ont amené les gens devant, ils ont regroupé les gens et après avoir brûlé l'ensemble des boutiques, ils ont mis le feu au marché, ils ont brûlé les boutiques, ils ont saccagé ce qu'ils veulent emporter, ils ont pris, ils sont partis. Le chef de la junte au pouvoir à Bamako, le colonel Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil national, un acte symbolique pour marquer les esprits après l'un des pires massacres connus par le pays et le dernier en date d'une série de tueries en cours à travers le Sahel. L'ONU, quant à elle, s'alarme dans des documents destinés au Conseil de sécurité de la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali, mais aussi dans le nord et dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Burkina Faso et du Niger. Au Burkina Faso, justement, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite dans le nord et l'est du pays afin de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Les régions concernées sont une partie de la province du Zoum dans le nord, frontalière avec le Mali, et les réserves protégées entre Pama et le parc du W dans l'est du pays, réputés être des repères des djihadistes. Pour le Conseil supérieur de défense nationale, les 2 zones d'intérêt militaire signifient davantage d'efficacité dans les épreuves de lutte contre le terrorisme. Pour développer cette actualité, nous accueillons sur ce plateau Bagassi Koura. Vous êtes le chef du service Bambara ici à la Voix de l'Amérique et vous vous intéressez aux questions de sécurité au Sahel et au Burkina Faso également.
Et pour être tout à fait transparent, vous êtes originaire du Burkina Faso. Bagassi Koura, bonsoir. Oui, bonsoir John. Alors, créer 2 zones d'intérêt militaire est une autre étape, on l'a dit, dans la lutte contre les djihadistes. Mais est-ce que c'est la solution miracle pour venir à bout de cette insécurité qui menace le pays? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Il y a déjà eu des zones qui ont été dégagées de la sorte pour lutter contre le terrorisme. Sauf qu'on a le résultat qu'on a aujourd'hui. La situation s'est aggravée là-bas. Donc, ces nouvelles zones, c'est dans l'Est, comme vous l'avez dit, mais aussi au Nord. Et c'est des zones d'élevage et c'est des zones d'habitation aussi. Alors, pour vous donner une idée, le Burkina a 20-21 millions d'habitants, avec 270 000 km². Le Mali a le même nombre de populations, le Niger aussi, autour de 20 millions, sauf qu'ils ont plus d'1 million de km². Donc, plus on réduit les superficies au Burkina où les populations doivent vivre, ça va créer d'autres soucis. Et en plus, la question qu'on se pose depuis hier, est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'on dit juste aux gens, ramassez vos affaires, vous avez 2 semaines pour dégager, allez-y où vous voulez, mais on ne veut plus vous voir ici. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement? Et combien de personnes sont concernées? Est-ce 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions de personnes? On ne sait pas. Le pays a déjà 2 millions de déplacés internes et en déplaçant ces populations, on risque de soit doubler ou augmenter considérablement le nombre de ces populations. Et enfin, dernier point sur ce cas, c'est une stratégie qui est un peu comme des puces dans une maison. On fait sortir toutes les affaires et on va venir pulvériser. Et après, on peut revenir dans un endroit qui est sain. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse traiter le terrorisme de la même façon, puisque les terroristes aussi peuvent se déplacer en même temps que les populations. Le président Marc Christian Kaboré avait été, excusez le terme, vomi par la population et chassé du pouvoir par les militaires. On se disait que les choses allaient changer. Ce n'est pas encore le cas. Quels sont les obstacles auxquels la junte fait face aujourd'hui? Oui, pour être un peu juste envers la junte, elle n'est là que seulement quelques mois, depuis janvier, peut-être moins de 6 mois maintenant, depuis fin janvier, moins de 6 mois. Et ce qu'on peut dire, c'est que la situation s'est considérablement aggravée, alors que la junte, en arrivant en janvier, avait dit que c'est elle qui avait la solution en renversant Kaboré. Les obstacles, c'est un problème d'organisation de l'armée. Et donc, si elle est désorganisée depuis toutes ces années, ça veut dire que la discipline militaire n'y est plus. C'est pourquoi, on l'a vu la semaine passée, pendant que les populations étaient menacées, l'armée a décidé de se protéger elle-même et non les populations. C'est pourquoi on a eu ce massacre à Seitenga, qui est l'un des graves massacres du Burkina Faso. Le gouvernement parle de 86, mais les témoins auxquels on parle donner un chiffre beaucoup plus important. Donc il y a un problème d'organisation au niveau de l'armée. Il y a beaucoup de déserteurs. Ça a même été évoqué hier par les commandants militaires qui étaient à la télévision. Alors vous évoquiez la population tout à l'heure. Quel est le sentiment qui y règne en ce moment? Les gens sont en colère, c'est le découragement. Beaucoup se sentent trahis par des militaires qui ont dit on avait la solution. Et chaque jour qui passe, on se rend compte que le problème a pris une ampleur disproportionnée et ce n'est plus contrôlable parce qu'on n'est plus face à un front qui était pendant longtemps basé au nord et ensuite à l'est. C'est partout, au sud, à l'ouest, au nord. Chaque jour, toute la journée, il y a des attaques au Burkina et les gens sont dessus. En quelques secondes, si vous pouvez, le président de la transition a reçu 2 anciens présidents, y compris Kaboré. Pourquoi ? Je pense qu'après l'incident de Seitenga, où il y a eu ce grave massacre, l'armée avait besoin, le gouvernement de la transition avait besoin de montrer qu'elle faisait quelque chose. Et je pense que ça fait partie de là. Et vous savez que la CEDEAO, à chaque fois, posait la condition sur le cas de Kaboré. Donc, le sommet de la CEDEAO, c'est le 3 juillet. Il fallait recevoir Kaboré pour montrer qu'il n'est plus en prison et on essaie d'avoir un dialogue avec lui. Tout à fait. Alors, Bagassi Koura, merci d'avoir été des nôtres. On vous recevra certainement prochainement. On va rester dans la région du Sahel qui est frappée par l'une des pires sécheresses depuis plus de 10 ans.
plongeant plus de 10,5 millions de personnes dans la malnutrition. Pour le Burkina Faso, la situation est particulièrement préoccupante alors que le pays subit, on le disait, les conséquences des attaques de groupes armés qui aggravent la crise alimentaire. On fait le point avec Ginny Niwa. D'après le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, la violence a entraîné le déplacement interne de plus de 1,8 million de personnes, soit près de 10% de la population du Burkina Faso. Puisque 80% de la population dépendent de l'agriculture pour leur subsistance, les personnes déplacées deviennent immédiatement plus vulnérables et dépendent de l'aide pour survivre. Nous sommes venus ici parce que les groupes armés nous ont chassés de notre village. C'est une personne de bonne volonté qui me permet d'exploiter ce lopin de terre. Mais par manque de pluie, les récoltes sont mauvaises. Nos champs au village sont plus fertiles que ceux-ci. Il y a des poches de sécheresse ici. Les pluies ne vont pas jusqu'à terme. Le sorgho que j'ai planté n'a pas résisté et j'étais obligé de semer du niébé à la place, sans succès. Les sécheresses extrêmes, la pandémie de Covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui exacerbent les risques de famine au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les spécialistes de la région ont alerté sur le fait que l'aide d'urgence ne suffirait pas à long terme et qu'il faudrait accompagner les populations et institutions locales vers plus d'autosuffisance et de résilience face aux crises. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est une série de défaillances d'autres systèmes qui ont malheureusement abouti à une crise alimentaire, comme par exemple aucune action ou très peu d'action sur l'adaptation au changement climatique. Donc des financements climatiques qui malheureusement n'arrivent pas aux endroits qui doivent faire face, comme en Somalie ou au Mali ou dans les pays du Sahel, à des aléas climatiques, à de la sécheresse, à l'avancée du désert et qui malheureusement ne trouvent aucune solution. En outre, le taux de mortalité infantile des moins de 5 ans ne cesse de croître en 2021, selon les chiffres de l'UNICEF. Il faut dire qu'il y a la question sécuritaire qui a fait que les populations des villages se sont ruées vers la ville. Il y a une concentration ici. Il y a le problème d'hygiène qui se pose et également beaucoup qui sont des agriculteurs n'ont pas pu produire et tout ça, l'un dans l'autre, ça a joué en tout cas négativement pour en tout cas la prise en charge correcte des enfants. Début avril, plusieurs pays avaient promis d'augmenter leur aide alimentaire allouée au Sahel et à l'Afrique de l'Ouest à hauteur de 1,79 milliard d'euros. Toutefois, une chute brutale de l'aide internationale en Afrique inquiète les organisations mondiales. Le Danemark a par exemple réaffecté en mars 2 milliards de couronnes, environ 269 millions d'euros, alloués à des programmes au Sahel pour financer l'accueil des réfugiés ukrainiens. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se sont réunis lundi 20 juin à Nairobi, au Kenya, et ont publié un communiqué final dans lequel ils ont exigé la cessation immédiate des hostilités dans la partie est de la RDC et la création d'une force régionale qui pourrait intervenir militairement pour tenter d'éradiquer les forces négatives de la région. À Goma, si certains croient au succès de ces décisions, d'autres, en revanche, restent pessimistes, arguant que la force régionale ne peut faire mieux que l'armée composée par les nationaux. C'est un reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi. Réunis lundi à Nairobi, 7 membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont planché sur la situation sécuritaire dans la région très troublée de l'Est de la RDC. Parmi les décisions prises à l'issue de ces conclaves, il y a la cessation immédiate des hostilités dans l'Est congolais et la création d'une force régionale qui pourrait intervenir militairement en urgence dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri pour pacifier la région. À Goma, ces décisions sont diversement appréciées par la population. Nous croyons pas trop, mais à au moins 50% de la réussite de ce qui peut être fait. Mais nous aimerions proposer au chef de l'État et à ces stratèges qui sont à ses côtés que de ne pas avoir confiance au Rwanda, de ne pas avoir confiance à l'Ouganda, de ne pas avoir confiance au Burundi, de ne pas avoir confiance au Sud-Soudan, d'autant plus que les plaies sont encore fraîches. Pour
cet autre analyste politique, la force régionale ne saurait réussir là où des grandes missions comme celle de l'ONU ont pratiquement échoué. Tous ces pays-là qui envient nos ressources du sous-sol, tous ces pays-là veulent amener leurs forces armées dans notre pays pour continuer à déstabiliser notre pays. Par contre, c'est pour toujours continuer à déstabiliser notre pays. Nous avons une force onusienne ici dans notre pays. Ça fait plus de 20 ans. Cette force est toujours dans notre pays. Mais il n'y a aucun résultat. Un avis partagé par cette habitante de la ville de Goma, selon elle, aucune autre force ne ferait mieux que la force composée par les nationaux. Je n'aimerais pas qu'il y ait un déploiement de cette force dans le pays. Nous devons miser sur notre propre force. Nous avons les fils du pays qui ont encore de la force. Il y a les femmes qui sont déterminées à combattre et qui peuvent mieux le faire. Dieu nous a donné ce pays et nous sommes à mesure de combattre seuls. Ces nouveaux efforts dans la pacification de l'Est de la RDC surviennent dans un contexte de conflits diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Kinshasa accusant notamment Kigali de soutenir les rebelles du M23 lors des combats qui ont récemment forcé des milliers de personnes à fuir vers l'Ouganda. Le Rwanda a toujours démenti cette accusation. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma. Les dirigeants des 54 pays du Commonwealth se réunissent cette semaine à Kigali, au Rwanda. Le sommet, initialement prévu en juin 2020, a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie. La reine Elisabeth II, 96 ans, a toujours présidé la réunion des chefs de gouvernement depuis son arrivée sur le trône en 1952, mais sera pour la première fois cette année remplacée par son fils, le prince Charles, pour les rencontres prévues vendredi et samedi à Kigali. Selon l'organisation, le sommet doit explorer des nouvelles opportunités et adresser des défis communs pour le bien-être des générations futures. Le changement climatique, l'économie et la guerre en Ukraine figurent à l'ordre du jour. À Kigali, les drapeaux des 54 pays membres du Commonwealth flottent à l'aéroport, suivant le président rwandais Paul Kagame. Il y a un point de départ qui est plus ou moins, disons, assez bon, mais il faut faire davantage et veiller à ce que le Commonwealth veuille dire réellement richesse commune et pas seulement celle de quelques-uns parmi les 54. Nous sommes tous très optimistes car nous semblons très bien comprendre ce que nous devons faire pour que nos paroles ne restent pas lettres mortes. Également dans l'actualité ce soir, le président tunisien Kais Saïed a confirmé ce mardi que l'islam ne sera pas inscrit comme religion d'État dans la nouvelle constitution qu'il soumettra à un référendum le 25 juillet. Dans la prochaine constitution de la Tunisie, nous ne parlerons pas d'un État dont la religion est l'islam, mais de l'appartenance de la Tunisie à une nation dont la religion est l'islam. La notion, ou plutôt la nation et l'État sont deux choses différentes, a déclaré M. Saïd à des journalistes à l'aéroport de Tunis. Le président tunisien s'est vu remettre lundi un projet de nouvelle constitution qu'il doit valider avant de le soumettre au verdict populaire le 25 juillet, jour du premier anniversaire du coup de force par lequel il s'était arrogé les pleins pouvoirs. Et puis, Israël se dirige vers des élections législatives anticipées. Un an à peine après son arrivée au pouvoir, la coalition menée par le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé son intention de dissoudre le Parlement pour provoquer un 5e scrutin en moins de 4 ans. Le Premier ministre israélien, aux côtés de son allié Yair Lapid, ministre des Affaires étrangères, a annoncé l'intention de dissoudre dans le Parlement si ce projet de loi est adopté par les députés. Yair Lapid deviendra ainsi le nouveau Premier ministre d'Israël jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, comme le prévoit leur accord.
Bennett et Lapid avaient réuni en juin 2021 une coalition unique dans l'histoire d'Israël, rassemblant plusieurs partis afin de mettre un terme à 12 ans de règne de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous poursuivons notre dossier ou série sur la situation des réfugiés dans le monde. I'm here in Area 1 IDP camp located in Abuja, Nigeria's capital. I am here in Sabari-Buguz district of Bobo-Dioulasso, western Burkina Faso. Hapa tupatikana Kanyaruchinya, kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Goma. I am here in Lusenda camp located eastern DRC. I am here in the Dadaab refugee camp located in northeastern Kenya. This is Shuri 5 IDP camp located in Maiduguri in northeast Nigeria. I'm here to share their stories. I'm Ali Douedraogo. Neretogo Mohamed Danyoko. Hussein Mohamed. Mahmoud Mohamed Abdullahi. Netogo Mahmoud Bokum. Al Hassan Bala. Nditieri Vendaishimiye. Ernest Muero reporting for VOA. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. La sécheresse en cours dans la Corne de l'Afrique frappe le plus durement la Somalie, où environ la moitié de ses 16 millions d'habitants sont confrontés à une insécurité alimentaire. Des groupes d'aide affirment que des centaines de milliers de Somaliens risquent de mourir de faim. Des informations font état d'enfants succombant à la malnutrition. De Mogadiscio, un reportage de Mohamed Cheikh Nord, récit Blanche Sanou. Ce centre de stabilisation pour enfants malnutris en Somalie est géré par une ONG, Action contre la faim. Il dessert principalement des femmes en milieu défavorisé vivant dans des camps de personnes déplacées à la périphérie de Mogadiscio. Fadou Mamadi a quitté son village dans la région sud de la baie de Somalie après la mort de 3 de ses jeunes enfants pour cause de malnutrition. Elle vit maintenant dans un camp de personnes déplacées avec 3 de ses enfants restants. Avant la sécheresse, nous avions du bétail et des fermes cultivables. Mais la sécheresse les a tous détruits d'un coup. 3 de mes enfants sont morts de malnutrition et l'enfant sur mes genoux souffre de malnutrition sévère à cause de la crise de la faim en cours. Le grand nombre de femmes déplacées avec des enfants malnutris, la plupart âgés de moins de 5 ans, est accablant pour les hôpitaux. Les familles fuyant les ravages de la sécheresse de toutes les régions de la Somalie voient Mogadiscio comme leur seul espoir. Nous ne pouvons pas cultiver et notre bétail est mort. La situation de nos enfants ainsi que nos vies sont en grand danger. Que Dieu soit avec nous. Le docteur Abdirizak Youssouf travaille et supervise le service de malnutrition à l'hôpital Martino, dont il est également le directeur. Il dit qu'il y a une pénurie d'aliments nutritifs pour les enfants. Il faut leur donner un régime thérapeutique comme du lait ayant une valeur nutritive pour la force vitale nécessaire aux enfants malnutris. Les fournitures qui nous ont été données par les Nations Unies sont maintenant épuisées. Les groupes d'aide affirment que le gouvernement somalien n'a pas la capacité d'atténuer la grave crise de la sécheresse et de la malnutrition. Et sans plus d'aide, la situation deviendra encore plus sombre pour les enfants. On n'a pas fini de parler de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée lundi et marquée un peu partout dans le monde par des animations qui ont été organisées pour sensibiliser sur la situation et l'intégration des réfugiés.
Au Sénégal, l'OHCR dénombre 16 500 réfugiés et demandeurs d'asile. Nous sommes partis à la rencontre de l'une de ces réfugiées rwandaises. Elle a obtenu la nationalité sénégalaise l'année dernière. Et vous allez voir comment elle s'est parfaitement intégrée dans son pays d'accueil. C'est un reportage d'Alison Fernandez et Al-Bashir Bodian. Yvonne Meretina Umutezi, rwandaise, est arrivée au Sénégal à l'âge de 10 ans. Après avoir fui le génocide dans son pays, puis les guerres civiles en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville, où elle et sa famille avaient trouvé refuge. La jeune femme, aujourd'hui manager en qualité, hygiène, sécurité et environnement, a suivi toute sa scolarité au Sénégal, jusqu'à l'obtention de son Master 2. Lorsqu'on est arrivé ici, la priorité de mon maman, c'était qu'on puisse nous inscrire à l'école. Avec la guerre, on a perdu 2 à 3 ans. On commence une année, on ne la termine pas. Ou carrément, on fait une année sans étudier. Donc, la première des choses à faire, c'était de s'inscrire. Mais dans l'impossibilité de fournir un extrait d'acte de naissance, Yvonne et sa famille sont confrontés à des difficultés administratives qu'elle surmonte avec l'aide du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Brillante élève, Yvonne obtient une bourse dès l'âge de 16 ans qui lui permet de mener à bien tout son parcours universitaire. À Fanok, dans le quartier où elle vit aujourd'hui avec son fils, Yvonne obtient aussi l'aide d'El Hadji Mamadou Djité, le délégué de quartier, aujourd'hui âgé de 107 ans. Nous l'avons encouragé, nous avons réfugiés pour nous pour l'intégration sociale et économique. Elle fait partie des bonnes personnes de ce quartier. Elle est en paix, mène sa vie tranquillement. Elle n'a jamais été convoquée par la police ou la gendarmerie. Tout ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle va au travail puis retourne chez elle. Elle est bien intégrée à la société sénégalaise. Même si elle vient d'un autre pays, maintenant elle est sénégalaise. D'ailleurs, depuis l'année dernière, Yvonne a obtenu sa naturalisation, 3 ans après avoir déposé sa demande. C'est un soulagement pour la jeune femme. Aujourd'hui, je sais que je peux voyager partout. Je suis plus limitée dans mes ambitions. Avant, je me limitais qu'au Sénégal seulement. J'ai eu même des propositions de temps en temps pour la sous-région, mais j'avais peur. J'avais peur d'être non seulement rejetée, mais j'avais peur aussi parce que lorsque vous êtes réfugié, c'est compliqué de quand même voyager sans papier qui soit reconnu par l'autre pays. Concernant les demandes de naturalisation, le HCR travaille de concert avec le gouvernement sénégalais afin de trouver des solutions pour faciliter l'intégration des réfugiés de longue durée. Il y a la volonté politique et aussi ils sont bien ouvertes pour leur soutien, pour voir que les réfugiés trouvent quand même une solution durable. Et ils ont commencé par les Mauritaniennes. À peu près 51 réfugiés ont été naturalisés. Il y a plus de presque 300 qui sont en cours. Et on attend que d'ici quelques mois ou bien quelques semaines, ils auront aussi leur nationalité. Le Sénégal accueille plus de 16 500 réfugiés et demandeurs d'asile. La grande majorité, 46%, sont de nationalité mauritanienne. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Et c'est la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.